Salut tout le monde, j'avais envie de vous faire une vidéo, donc ça fait la quatrième fois que je la recommence, parce que je suis pas du tout un adepte de vidéos, j'ai pas envie de faire de montage séquence comme les youtubeurs, donc j'espère que vous en tiendrez pas rigueur. Une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu Hécazombe, et pourquoi une vidéo? Parce que j'avais pas envie que vous vous tapiez un texte grand comme ça sur la page d'actu Facebook, et en plus, il n'y a pas les intonations. Et puis, sur la page d'actu Facebook ou du site. Et puis, parce que j'avais envie de vous expliquer plein de choses sur Hécazombe. Donc, Hécazombe avec un grand H, c'est-à-dire depuis le début, mais surtout cette année, ce qui s'est passé dans le jeu. Alors, beaucoup de joueurs nous ont dit qu'ils n'ont pas ressenti ça dans le jeu. Ils ont eu des moments de creux, des blancs, et puis un final un peu mou, ou qu'ils n'ont rien compris du tout. C'est normal parce qu'on a essuyé beaucoup de couacs et d'incompréhension dans le jeu, des gros retards, et que j'avais envie de vous expliquer en fait pour éviter que tout le monde reste dans le doute, dans une espèce d'expectative, ouais, mot compte triple, euh, pour, euh, pour éviter que Kazombe ait une mauvaise image. Euh, Tout ça déjà en premier lieu parce que le GN c'est une passion, c'est fait par des bénévoles, une passion qu'on essaye de partager, et c'est très difficile à gérer. C'est pas comme un jeu de société où vous avez les règles bien cadrées et puis tout le monde suit le cours du truc, ou comme un film ou une pièce de théâtre où vous êtes assis, vous profitez du spectacle. Là, on doit répondre en temps et en heure aux décisions des joueurs. Et généralement, ce qu'on a prévu, il n'y a que 20% au max qui arrive à être sorti du lot, qui arrive à être exploité par les joueurs. Les 80% restants, on peut les foutre à la poubelle ou les garder dans les cartons pour les autres événements. Donc c'est déjà compliqué à gérer en temps réel. Et pire encore, du coup, quand vous avez des grosses problématiques à gérer, comme par exemple un joueur qui se fait mal, ou d'autres trucs qui sont prévus à une heure bien précise, comme à la phase repas pour le café, et qui sont pas là et qui vont mettre du temps à venir. Donc je voulais vous parler d'un petit peu de tout ça. Je voulais déjà vous remercier euh, de vos messages suite au questionnaire, parce que du coup, on vous a envoyé un questionnaire. Il y a la moitié des joueurs, je ne sais pas si je me répète, a répondu au questionnaire, et donc c'est vraiment cool, avec des avis positifs et négatifs. Mais négatif, c'est pas triste, c'est constructif. C'est sur ces avis-là qu'on se base chaque année pour essayer d'améliorer, et améliorer par exemple les règles de jeu. Et du coup, les règles, on essaye de les adapter à la vie de chacun. Donc c'est pas mal de l'avoir fait, de cette vidéo, cette explication, juste après, enfin juste après avoir reçu les réponses au questionnaire, pour pouvoir un peu analyser et comprendre ce que les joueurs n'ont pas compris pour le jeu, et ce qu'on a mal fait aussi, et ce qui est amélioré, quoi. Et du coup, je vais vous parler en même temps des erreurs de notre part et de vos erreurs, entre guillemets. Alors, vos erreurs, c'est un bien grand mot, c'est pas péjoratif, c'est vrai, c'est qu'il y a des gens qui comprennent pas forcément les règles. Dans l'empressement, en plus, des fois, on est pris dans l'adrénaline du truc et on fait pas forcément ce qui est bon. Et, euh, et du coup, dans ce que je vais vous expliquer, il y a un peu de tout ça à prendre en compte. Et du coup, pour que vous compreniez un petit peu le jeu, comment il s'est déroulé cette année et pourquoi ça n'a pas été forcément le plus épique des jeux d'Hécatombe qu'on a pu faire. Euh, je regarde mes notes en même temps. Les premières erreurs de notre part, ça a été au niveau des jetons temps. On n'a peut-être pas forcément bien expliqué au niveau des joueurs comment ça marchait. Et la plus grosse problématique aussi, c'est que c'était expliqué sur des affichettes jaunes. Donc au lieu, il y avait deux lieux où vous pouviez utiliser les jetons temps. Donc le premier lieu qui était ouvert, c'était marqué 2 jetons temps. Donc chaque joueur commençait avec 2 jetons temps. Donc vous pouviez y aller quand vous vouliez dans ce lieu-là. Et il était délimité par une affichette jaune. L'autre zone aussi était, l'autre lieu, pardon, était délimité par une affichette jaune. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont, surtout des personnes qui reviennent des autres années,
qui sont beaucoup, comment dire, vindicatifs au niveau des affichettes jaunes, et dès qu'ils en voient une, ils la regardent pas forcément, ce qui est pas obligé, c'est sûr. C'est un peu le principe du jeu de survie. Mais ça a été un peu notre erreur, c'est-à-dire que l'explication du lieu a été faite sur une affichette jaune, or qu'on aurait dû mettre une affichette d'une autre couleur pour que les joueurs comprennent bien que ça, c'est quelque chose qui n'est pas en jeu, mais qui est obligatoire en lecture, en fait, si on veut passer ça. Et du coup, à côté de ça, il y a beaucoup de joueurs enfin quelques-uns qui comprenaient pas où mettre les jetons. Et c'est vrai que là, les boîtes où mettre les jetons dedans, donc c'était des espèces de boîtes un peu comme une fente avec une tirelire où on glissait les jetons pour pas que les autres joueurs viennent en voler. Elles ont été oubliées d'être mises à cet endroit-là. Donc c'est vrai qu'il y a une incompréhension des joueurs là-dessus. Et ce qui n'a pas forcément favorisé le jeu. Et ce qui a emmené au premier gros couac qu'on a eu dans le jeu, c'est-à-dire qu'on avait sur la scène 1 où beaucoup de joueurs pouvaient y aller dès le début du jeu. Déjà, il y a une partie des joueurs qui ont eu peur d'y aller. Ils pensaient que c'était un traquenard, or que c'était pas du tout un traquenard. Sachez que dès le début d'un jeu, on va pas mettre en péril les personnages des joueurs, c'est-à-dire qu'on va pas les fumer d'un seul coup pour qu'on grossisse les rangs de zombies. Donc du coup, c'est vrai que ça pouvait être épique, et puis c'est possible qu'il y a certains joueurs qui pouvaient y rester, mais c'était pas le but de la scène, et on aurait tout fait justement pour... alors c'est pas qu'on vous canalise dans le jeu, c'est pas qu'on écrit le jeu et que du coup vous ayez le sentiment de ne pas être libre dans l'univers. C'est juste que on essaie d'équilibrer le jeu, donc on sait qu'au début du jeu, il faut pas que le jeu soit virulent, il faut pas que vous ayez une grosse attaque de 30 zombies sur la tronche dès le début, et qu'après que vous ayez plus de vie, que vous soyez tous blessés. Donc on fait toujours monter le jeu en crescendo comme ça, donc du coup la scène 1 elle était plutôt tranquille, et on a eu les groupes qui devaient venir, ont mis une plombe à venir sur place. On était 5 ou 6 PNJ, et il y avait 5 zombies. Et on a attendu, donc ce qui a créé un creux autre part, c'est-à-dire que ces 5 zombies par exemple n'étaient pas en jeu pour les autres, et pour les autres jeux, pour les autres joueurs, et nous les PNJ qu'on attendait pour ces scènes, on attendait avec avec des trucs sympas pour vous en plus. On n'était pas autre part pour créer du jeu, donc ce qui a créé déjà un premier creux dans le jeu au début du jeu. Alors ça, c'était pas trop grave parce que les autres camps étaient partis pour chercher des ressources comme tout le monde fait au début du jeu. On trace et on grossit les stocks. Et, et ça, du coup, ça c'était une des premières erreurs. La deuxième erreur, alors c'est pas forcément une erreur, c'est le repopage cette année. Alors pour les novices, c'est le repopage, pour ceux qui connaissent pas. C'est lorsque votre personnage meurt, donc quand vous perdez tous vos points de vie, ou dans les cas zombies, il y a le plus de se faire contaminer, donc c'est les bandes arrachées, l'un ou l'autre, vous pouvez avoir le droit d'un repopage. C'est, comme c'était expliqué dans les règles, vous veniez au PC Orga, on vous faisait lancer un dé, et ça donnait un résultat, et auquel s'ajoutaient des numéros. Donc le résultat, par exemple, le dé, c'était un dé 20. Imaginons, vous lancez, vous faites un 12 sur le dé 20, donc 20 faces avec 20 numéros. Un 12, en jeu, vous pouviez récupérer des symboles, ce qui montrait un peu votre courage, et ce qui aidait à survivre à cette possible mort. Donc imaginons que vous avez trouvé deux symboles qui vous donnent un chiffre 5, vous rajoutiez à ce 12, au chiffre 12 par exemple, les 5, ce qui faisait 17, et, et du coup ce lancer permettait, comme dans un jeu de rôle sur table, de passer un seuil de difficulté. Et si vous passiez ce seuil de difficulté qui était de 10, donc c'était plutôt facile à faire, vous retourniez en jeu avec une excuse. Du coup, c'était bien. Pourquoi? Parce que ça répondait à une attente l'année dernière de joueurs qui se sont fait un peu tuer milieu de jeu et qui n'avaient pas forcément envie d'être zombifiés. Alors, ça fait partie du jeu, hein. On signe quand on paye à la billetterie. On signe pourquoi? Parce qu'on sait pourquoi on signe. On sait qu'on peut devenir zombie. Mais comme on a envie que les gens s'amusent et soient heureux, du coup, on a mis en place ça pour
équilibrer un peu le fait que dès le début, possiblement, un joueur peut se faire arracher ses deux bandes, le coup de pas de bol, et passe zombie. Donc on a essayé de donner une chance. Sauf que c'est vrai que pour l'équilibre au niveau des zombies, il y a des zombies qui nous ont dit bah, c'était pas cool parce que c'était pas justifié sur des personnes qui se retrouvaient coincées, je vais dire une bêtise, dans un coin de mur et qui se sont fait arracher, qui s'est fait arracher ses bandes. C'était pas justifié et c'est vrai que c'était pas forcément logique. Donc on va essayer de trouver une autre solution l'année prochaine. Donc ce que je vous disais, par rapport au questionnaire, on essaye, et par rapport aux situations, d'améliorer tout ça pour que le jeu soit plus fluide et équilibré, que ça soit plus ludique aussi. Et surtout, j'appuierai jamais assez là-dessus, plus immersif en fait. Toutes les mécaniques et les règles de jeu qu'on met en place, c'est pour rendre un jeu le plus immersif possible. Et des fois, eh ben, ça répond pas à des logiques d'équilibre comme ça. Donc on nous a proposé de rajouter une troisième bande aux joueurs plutôt que de faire ce repopage l'année prochaine. On va étudier ça, on va voir l'équilibre du jeu. C'est possible qu'on l'essaye l'année prochaine ou que ça soit une capacité spéciale pour les combattants, pourquoi pas, parce que c'est vrai que depuis le début, depuis 2016, on n'a pas assez bossé les rôles des combattants. Pour répondre à une question qui a été posée sur le questionnaire, oui, les combattants, c'est des rôles pour les gens, déjà les novices qui savent pas, voilà. Pour ceux qui veulent pas faire du replay, c'était prévu ces rôles-là pour des gens qui veulent faire un rôle runner, quoi, qui part tracer, qui va taper du zombie, entre guillemets, et qui vit un truc à 100 à l'heure. Les combattants, c'est fait pour ça, pour suivre les troupes, exécuter un peu les ordres, genre le botaniste, il vient, il dit bah, j'ai besoin d'aller chercher des ressources parce que les femmes et hommes de camp, ils ont besoin de ça, venez avec moi. Et bien les combattants, ils foncent. Et c'est vrai que les combattants peuvent s'ennuyer en jeu par moment, ouais. Donc du coup, cette année, on a beaucoup bossé sur les rôles. Par exemple, le plus, c'était les éclaireurs, pour leur créer du jeu, parce que eux aussi manquaient de jeu les autres années. Et comme c'est très chronophage tout ça, on n'a pas eu le temps de bosser sur d'autres rôles. Et donc du coup, les combattants, on va essayer de leur donner, et c'était prévu, et c'est bien que vous en parliez dans le questionnaire, on va essayer de leur donner des capacités l'année prochaine, des choses qui fait qu'ils ont des petits plus vis-à-vis d'autres. Donc ça, c'était le coup pour le repopage. Et puis, une des erreurs aussi, mais bon, ça aussi, c'était en réponse à l'année dernière, pardon. C'était les camps imprenables cette année. Ça a été prévu pour... parce que l'année dernière, il y en a certains qui nous ont dit bah, c'était cool, on a tapé du zombie tout le jeu, on était tout le temps infesté de zombies dans nos camps, mais on n'a pas eu le temps de faire d'autres jeux. Donc ça serait cool de trouver quelque chose qui part à tout ça, c'est-à-dire que éviter de faire trop d'attaques de zombies dans notre camp, quoi. Et donc cette année, on s'est dit que, enfin moi surtout, je voulais absolument que le camp soit imprenable parce que j'ai le souvenir qu'en 2018, au château, le camp avec le gros portail devant, c'était sympa parce que du coup les joueurs étaient bien en sécurité avec ce sentiment un petit peu de sécurité et c'était créé du jeu. Cette année, ça n'a pas été le cas. Vu qu'il y a eu quelques lenteurs et des creux, le fait qu'en plus ils ne se fassent pas attaquer, ben, ça a créé carrément un flanc total. Donc on va essayer de parer à ça l'année prochaine. C'est possible que les camps aient des mécaniques que les zombies, un peu comme le portail avec les ressources de bois, puissent facilement attaquer. Donc c'est un peu compliqué ça, de trouver l'équilibre. Comme je vous dis, c'était pour répondre à des joueurs l'année dernière qui essayaient qui voulaient pardon, avoir un peu de jeu, de roleplay et tout ça. Et ben, du coup, ça, marié avec le fait qu'il y a eu des creux, ben, ça n'a pas matché du tout. Donc on va essayer d'équilibrer ça aussi l'année prochaine. Et pendant que je vous parle de ces creux, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, bah, des zombies, j'en ai pas vu beaucoup. Et oui, ça a été une des problématiques de cette année, pour deux raisons. La première, je vous l'ai dit, pour la scène, par exemple. Il y a des scènes où, en fait, on avait prévu une timeline pour répondre à la demande des orgas et des photographes et des zombies. Parce que l'année dernière, par exemple, les zombies ne savaient pas où se passaient les scènes. Alors, ça arrive souvent, c'est-à-dire que des joueurs partent
et font leur truc. Il se passe une scène à un endroit qui n'était pas prévu, ce qui arrive relativement souvent. Et ben, les zombies, ben, ils courent, ils sont à l'autre bout du terrain, ils savent pas. Et le temps qu'on se communique, nous, sur nos messageries, ben, la scène est finie. Et du coup, on a essayé de prévoir, donc on a prévu une timeline, donc on savait certaines scènes à telle heure, donc on n'a pas tout scripté, on a laissé quand même le jeu en bac à sable pour que vous fassiez ce que vous voulez, mais du coup, bah, y a des zombies, comme la scène 1 que je vous expliquais tout à l'heure, qui partaient à 4 ou 5, et puis il y avait des zombies qui étaient en groupe dans un coin, ce qui fait que les 2 tiers du reste du terrain, il n'y avait pas de zombies, donc c'était largement faisable que vous n'ayez presque pas rencontré de zombies. En plus, vous rajoutez à ça que les camps sont imprenables cette année. Et ben, ce qui fait que oui, le jeu était un peu pauvre en zombies. Et il s'est rajouté un truc cette année en plus, les maquilleuses. euh, Parce que ça, c'est un des plus gros points noirs, entre guillemets, dans Ecazombe. Un des points fragiles d'Ecazombe, c'est le maquillage qui fait qu'on peut prendre qu'un nombre limité de zombies. Et cette année, elles étaient que 2 maquilleuses euh, qui ont trimé toute la journée pour maquiller. Il y avait quand même, je sais plus, j'ai pas les chiffres, je les ai pas notés, une quinzaine de zombies, un truc comme ça cette année, sans compter les joueurs qui sont possiblement fait changer en zombies. Il y en a pas eu beaucoup. Ben, quand vous faites les totaux, ben, ça fait qu'en jeu, il n'y a plus beaucoup de zombies. Et comme je vous expliquais au début du jeu, on fait toujours monter Kazombe tranquillement. Donc cette année, pour éviter qu'il y ait une charge trop importante de travail aux maquilleuses le matin, on a fait maquiller que la moitié des zombies, ce qui a permis que l'autre moitié de zombies soit PNJ au début du jeu. Ce qui fait que le matin, elles ont maquillé 8 zombies qui sont partis en jeu. Donc on a commencé le jeu avec 8 zombies. Et après, l'après-midi, il y a des PNJ qui sont passés au maquillage. Et ben tout ça, ça remplit vite une journée dans le timing dans le travail des maquilleuses. L'année prochaine, on espère en avoir 2 de plus, normalement, ce qui devrait se faire, donc ce qui permettrait d'avoir un peu plus de zombies en jeu. On va essayer de travailler, je ne sais pas si vous les voyez juste là, sur des masques, il y en a un tout en haut là-bas, de travailler, oui, en créer et en acheter pour pallier à cette problématique aussi de maquillage. Et ça répond à une question qui a été posée, est-ce que Kazombe ne pourrait pas être fait sur 2 jours, ce qui serait, j'avoue, ultra cool parce que ça permet de faire vivre encore plus l'immersion, et ça c'est ce qui nous manque le plus. Euh, alors je vous vois venir tout de suite 2 jours de survie, oui c'est hyper chaud, mais c'est vrai que quand on est dedans, on est super content, et 2 jours de survie, c'est ultra top. Il y a toujours un arrière-goût de trop peu sur un petit gène qui est Ekazombe niveau timing, et la réponse est pour l'instant non. C'est vrai que c'est dans les cartons, on s'est posé la question et on s'est dit non, parce que déjà c'est un jeu qui est vachement intensif, même si cette année, je vous l'accorde, il y a eu vraiment des moments blancs, mais nous, question orga, derrière le décor, on est à fond à 100%, parce que là, il faut répondre à l'immédiateté de ce jeu de survie, et pour l'instant, c'est pas possible, c'est pas gérable. Peut-être un jour qu'on aura plus de... Ou alors on réduira le nombre de joueurs pour pouvoir augmenter de l'autre côté le nombre de PNJ zombies, et de pouvoir le faire sur un laps de temps plus long, quoi. Et donc voilà, question problématique, vous avez presque tout. Et la dernière grosse problématique qui a vraiment fini d'achever le moment de blanc, c'est au niveau de la phase de repas. Et là, il y a un gros point à expliquer. Alors là, je suis déjà à 18 minutes. J'espère que ça va pas être trop long pour vous. Je vais essayer d'aller un petit poil plus vite. C'est la problématique que quand on est arrivé, donc il y avait un temps qui était prévu, on savait qu'à telle heure le café allait être chaud et le chocolat, les brioches prêtes, et quand on est arrivé, non, parce que il y a eu un problème de compréhension entre nous et le domaine qui nous prépare ça, y compris le repas du soir, mais qui nous prépare ce goûter, entre guillemets. Et comme ils étaient dans le jus, eux, de leur côté, au niveau du loto en faveur de la restauration du château, ben, il y a eu un couac. Et le temps de refaire, de préparer le café et tout ça,
je vous l'accorde, il s'est passé 1 heure. Donc nous, on a eu une goutte de sueur qui a commencé à apparaître parce qu'on a vu la timeline, 1 heure, tout décalé. On n'avait pas de jeu direct pour les joueurs. Donc il a fallu meubler comme on a pu dans l'immédiateté et ça a été un petit poil compliqué. Et du coup, on est arrivé en speed après à faire passer ça. Généralement, on a réessayé cette année de refaire cette phase repas, mais version sous-populaire, où que les gens arrivent avec leurs ressources, comme je vous disais au briefing, et ça s'est pas fait, parce que il y a eu des blancs, les joueurs n'étaient pas forcément dedans, ou n'étaient plus dedans, et du coup ça s'est reposé en pause goûter, et en pause goûter c'est hyper drôle, et du coup ça a créé un blanc dans le jeu de 1 heure et demie. Ouais. Donc sur un jeu qui dure 6-7 heures, si je dis pas de bêtises, 1 heure et demie c'est énorme, donc vous rajoutez ça plus le couac du début, et ça crée franchement quelque chose de mou, et de mou qui fait que pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas préparer le final. Et qui dit préparer le final, cette année, le final, c'était pas comme il y a 2 ans, par exemple, où tout était écrit et prévu à l'avance. Alors là, c'était écrit et prévu à l'avance, mais il y a 2 ans, c'était dans la continuité logique de l'histoire et ce qui s'est fait dans le jeu. Cette année, on avait vraiment prévu un truc par rapport aux adorateurs qui s'est pas du tout mis en place. Et du coup, du côté adorateur, ça s'est pas mis en place. Et du côté 545, ça a pas pris. Je vous explique, en fait, il était prévu que les adorateurs, ça c'était scripté, qu'ils aillent sur un site, mince, j'ai perdu le mot, voilà, un site fort pour eux, pour leur rituel. Et tout au long du jeu, ils devaient kidnapper des gens, essayer tout au moins de kidnapper des gens, alors j'ai discuté pas mal avec les adorateurs de leur côté sur comment ils ont eu le truc. Et alors je vais pas tout vous exposer là, ça sert à rien. Et puis c'est une chasse aux sorcières pour rien. Je n'incrimine personne, hein, je vous fais juste un état de fait des choses pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et du coup, les adorateurs devaient kidnapper des joueurs. Et quand ils kidnappaient des joueurs, de l'autre côté, quand 545, ils étaient tellement en place, vous étiez tellement, parce que j'espère qu'il y a des 545 qui ont écouté, vous étiez tellement en place dans votre truc, à attendre, entre guillemets, que le jeu vienne à vous, que lorsqu'on est venu plusieurs fois vous prévenir qu'il y a des gens de votre camp qui se faisaient kidnapper, il n'y a personne qui sortait du camp. Alors je vous jette pas la pierre, hein, moi, en mode survie, j'aurais pas forcément envie de sortir non plus, parce qu'on s'attend toujours à un traquenard. Mais ce qui fait que sur ces finales-là qu'on avait prévues, ça n'a pas pris. Ce qui fait que les adorateurs sont arrivés sur leur site de rituel où il y avait eu déjà des rituels de fait, parce qu'il y avait des cadavres pardon, d'exposés. Ils ont pas forcément compris ce qu'ils foutaient là, entre guillemets. Et puis le 545, on a eu du mal à en faire sortir pour leur dire eh oh, il y a des potes à vous qui vont se faire tuer là. Du coup, ça terminait un peu dans le noir, n'importe comment, avec des zombies qui attendaient dans les fourrés. Ça n'a pas pris, la scène était belle sur le papier, mais en fait, en réel, je suis franc, ça n'a pas été super du tout. On a essayé d'étoffer avec des choses qui explosent, des armes qui tirent, des fumigènes de feu qui prend un peu partout, pour rendre un peu plus épique la scène. Mais j'avoue, ça a été je vais pas dire une gaufre, parce que l'idée était sympa, mais ça n'a pas pris dans tous les camps. Et dans l'orga, on a essayé de faire monter les blancs en neige, et les blancs n'ont pas pris du tout. Donc voilà un petit peu l'idée du truc. Je tourne ma feuille avec tout ce que j'ai noté dessus. Donc je vous l'ai dit, la phase repas, c'est un très bon élément de jeu. On ne l'enlèvera pas. On va la revoir différemment. Moi j'avais idée que on laisse quand même la partie où les joueurs peuvent se restaurer, mais ça sera discretos dans un coin. Donc ils peuvent y aller, prendre leur petit truc et voilà, et faire vraiment quelque chose de bien marqué sur la phase repas, avec quelque chose qu'on va, genre un tampon ou un bracelet que les joueurs vont mettre pour ceux qui sont passés avec les nourritures, pour vraiment montrer le truc qu'ils y sont passés. Et ce que souffre le jeu, c'est que le début est épique, on cherche des ressources pour la phase repas, et une fois que la phase repas est passée, on n'a pas eu le temps de réfléchir à ce qui se passe à côté. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté du scénario à chaque fois pour ça. Et ce qui fait que une fois la phase repas passée, on se retrouve dans un moment de creux à se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, enfin les joueurs,
Et on se retrouve à un moment de se dire, mais le final, comment on l'emmène, comment il est fait, quoi. Alors, c'est vrai que cette année, ça s'est pas posé bien là-dessus, et on va essayer maintenant d'instaurer quelque chose comme la phase repas, mais pour la fin de jeu. Quelque chose d'obligatoire qui oblige aux joueurs de faire un petit peu leur truc tout au long du jeu, comme ils font avec les ressources, comme il y en a qui s'en mettent dans les poches au cas où qu'ils en ont pas assez. J'en connais qui partagent pas et qui le sortent qu'à la fin en disant ah oui c'est bon il y en a assez pour tout le monde. Ah tiens regarde j'en ai dans ma poche. Euh, ça c'est de l'humour, mais tout ça pour dire que oui on va essayer on va faire un final maintenant basé là-dessus qui permet d'avoir une logique et que vous sachiez vers quoi vous allez au final. Même si on garde toujours une surprise au final, parce que ça, on aime ça. Et des fois, on nous le reproche parce que c'est vrai que ça termine dans le noir. Et on a un très bon souvenir de la première édition qu'on a fait carrément toute une session pour 5 joueurs pendant 1 heure dans le noir et ils ont ultra kiffé. En 2018, traverser une heure de zombies, ils ont ultra kiffé. Donc on essaye de refaire ça chaque année et c'est vrai que ça met un risque de sécurité pour les joueurs. Et on essaye de pallier à ce risque de sécurité, mais de se retrouver quand même dans un joyeux bordel, genre bouquet final d'un feu d'artifice, ou que ça soit épique, plein d'adrénaline, et que même si son personnage meurt, on s'en fiche, c'est la fin du jeu, quoi. Et c'est ça qu'on recherche à la fin. Donc après, les joueurs sont pas obligés de le faire, ils sont pas obligés de comprendre non plus, parce que dans la vie de tous les jours, vous comprenez pas ce qui se passe, tout ce qui se passe autour de vous. Et là, un GN, c'est la même chose. Votre personnage, eh ben, c'est pas forcément logique qu'ils comprennent tout ce qui se passe, ce pourquoi il est là et tout ça. C'est pas comme dans un film ou dans un jeu de société où vous êtes obligé de tout comprendre. Les jeux de rôle sur table ou les GN, c'est même super de pas tout voir et de pas être là partout et de pas tout comprendre. C'est sympa de le comprendre après. Ce qui est ou pas. Ce qui est super sympa, c'est je vais pas vous faire la morale sur le jeu, hein, je vous explique juste, mais ce qui est sympa, c'est de vivre une immersion. Et, euh, et c'est toujours cool de comprendre, se dire ah oui mince, bah oui si j'avais fait comme ça, ah oui c'est ça qui s'est passé. Mais entre guillemets, le géniste, il s'en fiche, lui, il est là pour vivre un moment, vivre une immersion, essayer de vivre un personnage et créer du jeu, comme quelqu'un au théâtre, créer un visuel en interaction pour et avec quelqu'un d'autre, quoi. Et ouais, les phases finales, c'est pas facile à amener, surtout quand on se retrouve dans une partie sombre, tombée de la nuit, comme l'année dernière. Il y a eu une grosse insécurité parce que il y a des joueurs qui n'ont pas compris le final et qui sont quand même venus dans la forêt. Et pourtant, on avait essayé de faire quelque chose de sécuritaire en créant quelque chose pour une petite vingtaine de joueurs. Mais non, là, il y a une grosse partie de joueurs. Donc ça, c'était pas cool. On l'a fait cette année dans une plaine pour que ça soit un peu plus et un peu plus tôt en horaire pour que ça soit plus visible. Mais il faut s'attendre à ce que l'année prochaine, il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on fera 2-3 finales pour éviter qu'il y ait des problématiques comme ça? Je sais pas, on trouvera quelque chose en tout cas qui sera construit tout au long du jeu. Ça, c'est sûr maintenant, pour éviter ce moment de creux après la phase de repas. Et qui répond au fait aussi que les joueurs qui ont des brassards rouges seront vachement handicapés pendant le final. Parce que là, bon, les joueurs qui ont des brassards rouges, comme cette année, beaucoup ont pas fait grand chose ou ont loupé le final. Euh, Bah, ça apporte rien en fait, du coup. Après, la possibilité, c'est de pouvoir. Donc là, je fais une petite pub pour Anthony qui est en train d'écrire un livret pour les joueurs. Bon, alors, écrire, c'est pas un truc qui fait 10 pages. Hein, il a fait un petit. On est en train de voir pour la mise en page, mais il a fait un petit livret pour son personnage pour le faire évoluer. Pour que vous écriviez dessus ce que vous avez fait et du coup ce qui répondra au fait que ce que vous faites en jeu cette année, vous l'aurez en jeu l'année prochaine. Donc vous pourrez vous construire sans booster, parce que nous on n'aime pas ça, sans booster votre personnage. Mais voilà, ce qui fait que dans le jeu, vous pouvez récolter des choses qui seront bénéfiques pour votre personnage l'année prochaine. Et si votre personnage meurt, ce petit livret sera dans les des annales des casons, donc vous noterez le nom. Et nous, on pourra s'en servir
donc il sera consultable en jeu, et nous on pourra s'en servir pour les autres années. Donc les personnages pourront revoir ces livrets, comprendre des choses, et nous on peut s'en servir comme des choses comme les noms notés sur des tombes par exemple. Donc si vous vous inventez un nom de personnage, ou si c'est votre propre nom, vous serez inscrit dans l'histoire des Casombes. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, donc ça c'était la phase finale, on arrive bientôt à la fin, tenez bon. Les... Sachez que oui, on écrit plein de choses en amont, il y a plein de choses qui sont prévues en quête secondaire et pour les camps. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont cru que en fait on balance. Alors beaucoup, non, j'exagère, mais il y a des personnes qui en fait ont cru qu'on balance les joueurs dans un bac à sable et démerdez-vous. Et en fait, non, on a prévu beaucoup de choses. Par exemple, je vous expliquais les jetons temps tout à l'heure. Et ben les jetons temps pouvaient être gagnés sur beaucoup de choses dans le jeu. Par exemple, la voiture, si vous arriviez à reconstruire, à remettre en branle la voiture, il fallait trouver un pneu, trouver de l'essence, et je sais plus, il y avait une durite à trouver. En cherchant, en posant des questions aux rôdeurs, vous aurez pu trouver les pièces, et du coup, vous gagnez un certain nombre de jetons temps qui vous donnaient l'accès à la scène numéro 2. Et cette scène numéro 2 était prévue pour une vingtaine de joueurs. Et ça ramène à une erreur qu'on n'avait pas forcément pensé. Tiens, c'est la dernière que je vais vous dire des erreurs. Mais une erreur, c'est pas forcément une erreur, c'est-à-dire qu'on n'a pas le budget de Disney pour délimiter des zones en pleine forêt. Et là, la scène 2, elle a été délimitée à un certain endroit, c'est-à-dire au niveau des passages, et on n'a pas eu idée que les joueurs allaient crapahuter dans les grandes herbes, moitié les ronces et tout ça, en contournant et en passant derrière. Et du coup, ils atterrissaient dans le camp et ils voyaient pas les étiquettes jaunes qui leur expliquaient que pour aller à ce truc-là, il fallait une dizaine de jetons. Et du coup, ils ont pris des affaires et se sont barrés. Et c'est tout à fait louable pour eux parce qu'ils n'ont pas vu d'affichette. Donc nous, de notre côté, il a fallu qu'on rééquilibre le truc, leur dire de ramener les affaires et tout ça, que c'était pas prévu. Et ça, on va pas s'en excuser parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément prévoir, sachant que franchement, le campement, il est bien délimité par des broussailles, donc on n'avait pas idée que les joueurs... Ben, maintenant, on le sait. Donc on va essayer de parer à ça, parce qu'on va reprendre cette idée de scène, parce que on arrive à Ekazom, c'est un jeu de survie, et c'est difficile à créer du jeu comme dans un GN classique. Alors je dis pas que c'est super facile de faire des GN et nous c'est hyper difficile. Non, je dis simplement qu'un jeu de survie, eh ben, quand on a fait le tour des ressources, vous le voyez bien dans Walking Dead, ils ont vite fait le tour de ce qu'il y avait possible à faire, et du coup on se retrouve maintenant avec, ils rencontrent un méchant, il se retrouve prisonnier du méchant, il le tue, et il part trop de part, et ainsi de suite. Et là, dans Ikazombe, on s'est retrouvé un petit peu dans la même problématique, c'est-à-dire que c'est un jeu de survie où il faut trouver des ressources, et puis à quelques méchants, il y a des zombies, et terminé. Et pour faire de la diplomatie et du roleplay, eh ben, c'est très compliqué. Et on a eu idée de servir du château et les deux camps, donc adorateurs et pillards, comme point central du jeu, et l'année prochaine de créer des extensions de jeu, c'est-à-dire les joueurs ont la possibilité de partir, donc avec des jetons temps, mais de partir comme s'ils partaient à 20 ou 30 km pour visiter des villes et des choses comme ça. Et on a essayé cette année avec les éclaireurs, ce que vous ne saviez pas, c'est que vous aviez une zone de jeu, et les éclaireurs, je te vois l'éclaireur qui regarde là, tu savais que toi tu pouvais aller plus loin. En fait, les éclaireurs, eux, ils avaient 5 zones de jeu en dehors de votre zone, où on a mis en place des décors. Après, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas vu ces décors. Il y avait un petit bout de casse avec des affaires jetées ça et là. Il y avait l'arrière d'un garage, donc il y avait plein de bidons d'essence et tout ça. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et ils avaient des petits trucs à faire sur place parce que eux, ils notaient les coordonnées sur une carte. Et donc, c'était leur truc ludique de la journée. Je vous le cache pas, je suis pas hyper fan de ce type de jeu-là dans le cadre d'un GN parce que pour moi, c'est un jeu de piste. Mais on a répondu à
une question pour les éclaireurs, c'est-à-dire que les éclaireurs, chaque année, ils partaient comme des runners, un petit peu voir, et puis au bout d'un moment, bah, ils s'ennuyaient, donc ils ramassaient des ressources, qui n'était pas forcément leur rôle. Le rôle d'éclaireur, quand il était fait au départ, c'est pour noter et noter des coordonnées, aller visiter des endroits et tout ça. Et on a fait quelque chose pour voir si ça marchait, et ça a super bien marché. Et on le fera l'année prochaine en créant plus d'endroits encore comme ça, où vous pourrez aller visiter. Est-ce qu'on le fait avec des jetons de temps? La question se pose encore. Il y a des orgas qui ne sont pas forcément d'accord. Moi, je suis plutôt fan parce que ce système de jetons de temps peut être utilisé aussi pour d'autres choses comme la réparation d'armes, comme cultiver des légumes pour les hommes et femmes de camp, récolter dans le potager ou des choses comme ça. Ça nous permet d'ouvrir d'autres mécaniques de jeu, ce qui est cool. Après, il est possible qu'on ouvre à certaines heures ces zones de jeu, ce qui évite les couacs qu'on a eu cette année entre les joueurs ne comprennent pas, ne veulent pas voir les affiches, ou les joueurs contournent carrément le jeu. C'est-à-dire contournent le jeu, entre guillemets, contournent pour atterrir dans les clairières sans avoir vu d'affichette qui leur explique le jeu. Parce qu'on arrive à un truc que je voulais souligner, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Alors 35 minutes, ça commence à être beaucoup, je le sais, mais pour vous expliquer des choses qui ont été vues en jeu et rapportées par des joueurs. C'est-à-dire que premièrement, je sais que c'est chiant parce qu'il y a quand même 19 pages, mais je vous en prie, lisez les règles. C'est très important, et faites-vous une synthèse des règles. Alors, oui, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas lire, mais c'est le but premier du jeu. C'est comme si vous n'aviez pas envie de vous costumer, et ça fait partie du jeu. Et quand vous faites un jeu de société, soit quelqu'un vous explique, ou soit vous lisez les règles du jeu de société. Et là, c'est la même chose. Et c'est avéré qu'il y a beaucoup de joueurs c'était flagrant, qui n'ont pas lu les règles du jeu, ou alors qu'ils les ont survolées et qui n'ont pas annoté des choses, mais il est ultra important. Et il y a des joueurs qui sont passés complètement à côté de choses, ou qui ont créé du mauvais jeu, et d'autres joueurs en ont été tributaires, et je trouve ça un peu dommage. Donc je voulais pas vous incriminer en disant « Et toi, tu vas lire les règles, ok, c'est de ta faute si le jeu a été merdique », pas du tout, parce que je vous ai exposé les problématiques qu'on a eues avant, mais ça fait partie de problématiques dans le jeu, y compris, il y a des joueurs qui ont été vus, qui lisaient des affichettes jaunes, et qui les reposaient et qui ne faisaient pas ce qui était noté dessus, sachant que cette année, pour être franc, et ça a été dit dans les règles, les affichettes jaunes ont été équilibrées, parce que l'année dernière et les autres années, on nous a dit qu'elles étaient un petit peu trop virulentes, un peu trop dures. Et on en a tenu compte pour vous faire des affichettes jaunes où il était expliqué des choses où vous aviez le choix. 98% du temps. Il y avait 2-3 affichettes où c'était vraiment pas de bol. Et il y avait 20% d'affichettes où c'était le jackpot. Et c'est dommage parce qu'il y a des joueurs qui sont passés à côté de ce jackpot. Et il y a le reste d'affichettes, maintenant, elles sont notées. Vous avez le choix. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose au loin bouger. Si vous y alliez, il se passe telle chose. Si vous n'y alliez pas, c'est dur à dire. Si vous y allez pas, vous posez la fichette jaune et vous faites comme si de rien n'était. Ce qui permet d'équilibrer un peu le jeu et éviter que les gens soient trop amputés au niveau du jeu. Parce que c'est vrai qu'il y a des années, des gens qui n'ont pas de bol, qui se retrouvent, ils lisent la première affichette, ils se tapent un malus de 10 minutes, ils se tapent après deuxième affichette, ils perdent la moitié de ce qu'ils ont dans leur sac, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, on essaye d'équilibrer. C'est pas facile, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de bol. Et donc, du coup, c'est pareil, les affichettes jaunes, faut les lire au même titre que les règles. Donc, ça, c'est aussi une problématique rencontrée en jeu. J'ai vu des joueurs, moi, personnellement, j'ai vu un surtout venir vers nous et faire du jeu en levant le poing. Là, je pense que le joueur, il n'a pas compris les règles, ou c'est de la mauvaise volonté, où il n'a pas lu du tout les règles. Mais ça, c'est important, surtout le point levé, c'est un truc de sécurité, c'est un geste important. Et du coup, je lui ai expliqué, et ça s'est bien remis après, parce qu'il a compris que c'était quand on voulait sortir du jeu et parler normalement qu'il fallait lever le poing, et pas le sens inverse. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres qu'il faut éclairer et se dire il faut faire attention. Donc l'année prochaine,
Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place des petits briefings là-dessus? On nous a demandé pour des combats aussi. Moi, je suis pour, sauf que on manque de temps à chaque fois pour faire ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent se proposer pour expliquer les combats de GN et puis les safe words, les gestes et tout ça, moi, je suis entièrement pour. Donc, faudra voir. Laissez-nous des commentaires là-dessus. N'hésitez pas à le dire si vous êtes motivé. Ça et je sais plus ce que je voulais dire pour la fin. Donc tout ça pour vous dire qu'on essaie continuellement d'améliorer le jeu et la problématique c'est que même en faisant ça, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place qui fait que on peut pas répondre et on peut pas être partout. Et là cette année ça a été ultra compliqué d'être partout. Je vous ai expliqué grosso modo, je suis pas rentré dans les détails de tout ça, mais en fait, ce que j'avais envie de vous dire pour finaliser ça, c'est que on vous propose un jeu, on vous met en place des choses, on vous écrit des choses dont nous, on a envie de kiffer, on a envie de s'amuser, mais le jeu, c'est vous aussi. C'est-à-dire que il ne faut pas que vous attendiez à ce que les choses viennent tout cru à vos pieds. Alors ça, c'est pareil, je ne vous jette pas la pierre. Pourquoi? Hécatombe, c'est un jeu de survie. Comme je l'avais expliqué dans des messages Facebook, l'histoire d'Hécatombe, c'est un jeu, c'était pour le délire qu'on l'a fait au début. On avait vraiment dans l'esprit de faire un jeu qui dépasserait jamais 20 ou 30 joueurs. Un jeu de survie intense, limite que les joueurs partent d'un point A à un point B, où on s'éclate, on réfléchit pas, on fait un peu de roleplay. C'est un jeu avec des règles faciles, c'est pour ça qu'on n'écrit jamais de background, de personnages, parce qu'on a envie qu'il soit super accessible. Et vous rajoutez à ça que Faerie, c'est une asso qui est carrément à l'ouest de la France, qui n'avait pas forcément énormément de contacts dans le monde du GN. Et nous, on a cherché de par ce jeu à cibler, et c'était cool, parce qu'on a pu partager avec des gens qui ne connaissaient pas notre passion, le GN. Et ça a fait venir beaucoup de novices dans le jeu, mais des novices qui n'ont pas forcément l'habitude du GN. Et comme Hécatombe a commencé à prendre la tournure d'un GN, qui est même devenu un GN maintenant, les débutants ont du mal à se dire qu'il faut qu'ils créent du jeu. Parce que en fait, un GN, ce qui est le point le plus important, en plus du fair play, parce que ça c'est la chose la plus importante, c'est que le jeu c'est vous. Et ça on le dira jamais assez dans un GN, si vous voulez du jeu, il faut le créer, il faut le faire en fait. Et si vous vous retrouvez dans des moments de blanc, dites-vous que ça fait partie du jeu, et dites-vous que soit vous vous posez de peinard à essayer de réfléchir, de relire vos règles discretos, ou de faire des choses, ou soit d'aller créer du jeu carrément. Et je sais que c'est pas facile, c'est comme du théâtre d'impro pour certains, mais pas du tout. Et c'est pas, je veux dire, pas du tout, c'est pas du théâtre d'impro, mais certains le ressentent comme ça parce que ça fait sortir de sa zone de confort. Il faut aller essayer de faire des choses. Et quitte à sortir, à aller voir d'autres personnages et tout ça, parce qu'on ne peut pas, nous, être partout, on ne peut pas créer du jeu pour 100 joueurs. Là, on était à 90. C'est pas possible. Surtout quand nous, on se retrouve de l'autre côté à répondre à des problématiques dans l'instant. Donc, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est merci de nous suivre. Et le jeu, c'est vous. Je me répète, j'ai pas d'autres mots en fait. Mais ce qui est génial dans tout ça, c'est que, et je vais terminer là-dessus, c'est que les messages qu'on a reçus à chaque fois à la fin, hormis tout ça, et c'est un peu pour ça d'ailleurs ce que je viens de vous dire, c'est que les joueurs nous ont dit on comprend, et il y a sûrement des choses en arrière qu'on ne voit pas, et ça n'empêchera pas qu'on sera là l'année prochaine. Même s'il y a des gens qui nous ont dit concrètement, cette année, on s'est fait un peu chier, et je vous l'accorde, je vous comprends. Moi-même, ça m'est déjà arrivé sur des GN de me faire mais grave chier. Mais je garde toujours en arrière, dans mon esprit, que c'est une association qui organise,
Et puis même, de toute façon, si ce n'était pas une association, c'est un type de jeu qui est difficilement gérable à 100%. Sinon, euh, si on en veut pour notre argent, c'est-à-dire que si on veut quelque chose qui soit bien semblant et sans qu'on ait, entre guillemets, à réfléchir, que tout nous vient cuit dans le bec, c'est méchant de dire ça, c'est pas tout à fait le terme, et ben on fait des choses du genre train fantôme. C'est-à-dire qu'on visite des attractions immersives. Il existe du théâtre immersif aussi qui est ultra génial. Mais le GN, pour certains, ça peut être un point négatif, mais moi, c'est ce que je trouve génial, c'est qu'il y a ce côté aléatoire qui peut vite partir en cacahuète dans n'importe quel sens, parce qu'on se retrouve avec des gens qui appréhendent la situation différemment par rapport à ce que vous l'appréhendez. Il y a des situations d'incompréhension, il y a des situations de règles, de sécurité, qui fait que ça peut couper le jeu aussi. Et, mais ça reste du GN et c'est juste génial parce que vous êtes acteur du truc et c'est ce qui fait la puissance en fait de ce type de jeu. Nous, de notre côté, ce qu'on essaye pour vous dire, c'est de créer quelque chose de foncièrement immersif. Vous l'avez vu, on nous a félicité pour toutes les mécaniques de jeu qui avaient été mises en place. Et je suis sûr que vous qui regardez, vous n'en avez pas vu la moitié. Sans vantardise, hein, c'est la vérité. On essaye de créer des règles et des mécaniques de jeu qui répondent à l'immersion. Et ça, c'est notre priorité. Quitte, je suis désolé de le dire, quitte à squeezer un petit peu le jeu et surtout l'histoire du jeu. Parce que pour nous, c'est le joueur qui crée en priorité le jeu. Tu leur donnes des outils et ils s'en servent. Donc voilà, moi je vous remercierai jamais assez de faire vivre ce jeu qu'on n'aurait jamais cru qu'il aurait pris autant. De notre part, de l'autre côté, on écrit des jeux comme le corps de Lunaria, qu'on espère, qu'on croise les doigts, pouvoir faire cette année, mais c'est mal... cette année, n'importe quoi, je la refais. Pouvoir faire en 2021, mais c'est mal barré. C'est un jeu médiéval fantastique où on fait le même système on fait des mêmes systèmes de mécanique immersive de jeu. On le fait sur un format Murder Party, donc c'est plus 6 heures de jeu avec une vingtaine de joueurs, 20-30 joueurs. Là, on espère que ça va prendre, même s'il y a beaucoup de jeux médiévals fantastiques et qui sont super, qui sont en France avec d'autres assos. Et on croise les doigts que ça va prendre, sachant que de notre côté, on a la chance d'avoir le domaine et d'avoir les propriétaires du domaine qui sont devenus des amis tellement ils sont adorables avec nous et qu'ils sont super et qui sont dans le même délire que nous, immersifs. Donc on va créer des décors comme on a commencé à faire avec la salle victorienne. On espère en 2021 pouvoir faire une taverne dans le château pour pouvoir faire des soirées immersives et puis pour répondre aux jeux comme Lunaria. Et puis bien sûr, on continue Hécatombe. Je crois que c'est tout. On continuera aussi les Murder Party pour ceux que ça intéresse. C'est des petits moments immersifs avec plus de roleplay. Et donc ça, c'est pour des joueurs qui préfèrent les choses plus tranquilles au niveau physique, mais qui sont ultra super en dialogue avec d'autres personnages. Et puis, ben, on continue. J'espère que pour vous, ça va dans ce confinement. Nous, ça nous permet on tombe à un moment plus creux dans l'assaut, même si on a repoussé le moment d'Halloween au 30 janvier. Alors, venez à l'événement d'Halloween. C'est un truc familial, genre train fantôme. Donc, c'est pas un truc horreur avec plein de sang. C'est plus un truc, on essaye de faire quelque chose à la Tim Burton, un truc un peu plus fantastique avec une histoire entre guillemets. Alors on essaye de faire quelque chose un peu d'immersif, mais là cette année avec le Covid, on a fait quelque chose malheureusement plus train fantôme avec les gens qui déambulent sur un trajet et qui profitent des scènes qu'on leur offre. Tout ça c'est pour apporter des sous à la restauration du château et du site. Et puis nous, on continue, on est content parce que chaque année, les rangs grossissent avec des nouveaux membres, surtout des orgas dans l'assaut. Donc si ça vous tente de venir faire quelques journées avec nous au domaine pour bricoler, pour discuter et tout ça, on en fait régulièrement. Donc
donnez-nous un message. Le but de Faerie, c'est de construire une grande famille et de faire des moments immersifs. Même plus tard, pour vous dire, en ouvrant un petit peu une parenthèse, avoir des décors pour aller se poser pour une soirée pirate dans une taverne sans jeu aucun, juste le côté, on a une chope à la main, on habite pirate et puis en avant, on passe une super bonne soirée. Ça, on le fera aussi. Donc tout ça, si ça vous intéresse, eh ben, comme je vous disais, le jeu c'est vous, mais l'assaut c'est vous aussi. Et ben, encore merci de la faire vivre et Faerie est vivante grâce à vous. Merci, à la prochaine.